Bonsoir tout le monde. La dernière fois, on s'est servi d'une métaphore, celle du chat de Poutine, pour expliquer en gros la, la déclaration de Astana. Et cette métaphore, bon, c'est gentil, mais ça n'explique pas la vraie politique russe qui se cachait derrière en fonction de ce qui se passe en Syrie. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, surtout que cette déclaration de Astana a été reprise par Dimistura pour dire que c'est elle qui a mené ou qui a ouvert la possibilité à la tenue de la séance de Genève qui vient d'avoir lieu aujourd'hui. Et justement, la métaphore du chat avait des objectifs finalement, c'est-à-dire avoir de près une vraie lecture de ce qui s'est passé à Astana. Il y a des points à soulever qui sont significatifs. C'est d'abord le rôle turc, pas dans le sens qui a été soulevé par Tom Harb la dernière fois, c'est plutôt si Astana s'était tenu entre Russes, Iraniens et régime, je doute fort que l'opposition armée syrienne aurait voulu assister à Astana. C'est avec la garantie de la présence turque, à mon avis, que ils ont été, et de l'influence turque parmi l'opposition syrienne. Et c'est ce qui est exactement demandé de la part de Poutine, de la Turquie, comme rôle à jouer. C'est-à-dire de cautionner d'une part une stratégie russe par le biais d'un partenaire qui est turc et qui est plus ou moins crédible auprès de l'opposition syrienne et qui pourrait à la longue amener cette opposition syrienne à des positions plus raisonnables dans le sens de Poutine. Avec toutes les conséquences d'affrontements entre les différentes branches de l'opposition syrienne, et c'est ce qui n'est pas fait pour déplaire à Poutine. C'est ce que les Russes cherchent à faire de toute façon pour affaiblir l'opposition syrienne et en finir, sinon physiquement, au moins politiquement. Le deuxième point, c'est que le fait que Dimistura nous rappelle tout récemment pour révéler ses cartes et son parti pris avec l'axe de Moscou, l'Iran et le régime, pour dire justement que c'est les décisions de Astana qui ont permis l'ouverture de Genève aujourd'hui. On ne peut pas être plus clair que ça pour dire que c'est grâce à la Russie que Genève s'est tenue, même si les Russes ne sont pas très enthousiastes pour Genève, puisqu'ils n'ont pas la couverture internationale de leur côté, et surtout qu'ils vont être débordés maintenant par des partenaires à Genève qui ont été exclus à plusieurs reprises des réunions de Astana, du genre
européennes, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, etc. Parce que Astana, qui se positionnait comme étant le lieu où se trouve la solution éventuelle du conflit syrien, on a mis ça entre les mains de la Russie, de l'Iran essentiellement, avec un porte-à-faux, un faux témoignage, celui de la Turquie, pour des raisons propres, parce qu'il boude les Américains par rapport à la question kurde, donc il faisait ce jeu, avec toutes les conséquences que ça implique. Troisième point, par rapport à cette géopolitique du chat de Poutine, pour ça qu'on l'a appelé de cette façon, c'est que ça vient légaliser de nouveau et réhabiliter Bachar al-Assad, parce que avant Astana et avant toute la publicité qui a été faite comme quoi les Russes ont un papier à présenter, etc., et attendaient le suspense, c'était une façon de détourner l'attention de ce qui se tramait suite à l'emploi par le régime syrien de l'arme chimique à Khan Sheikhoun, où il était question de trouver un tribunal international pour condamner Bachar al-Assad. Les Américains ont été clairs là-dessus, pour une fois. Et là, on n'en parle plus. C'est comme si on a oublié ça. Et ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que toute l'administration américaine a bougé à cause de la frappe ou l'emploi des armes chimiques? Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire dans l'administration américaine à propos, par exemple, des barils, à propos de la destruction des villes par l'aviation du régime et par les Russes, etc. Ça fait 6 ans que ça dure là. Est-ce que ça c'est légal? Tout compte fait entre les armes chimiques qui ont été employées du temps de Obama en 2013, qui ont fait 1500 morts ou 2000, et 100 à Khan Sheikhoun, on ne fait pas des comparaisons, c'est triste, mais il y a 500 000 morts en Syrie. C'est pas par des armes chimiques, ça. C'est la machine infernale quotidienne des barils, des avions, de grades, de napalm, etc. Tout ça, c'est légal, là. On se fâche seulement parce qu'il y a eu l'arme chimique. C'est une façon de détourner, de dire que on a le feu vert pour le reste ou l'autre genre d'armes. Quoi qu'il en soit, la quatrième chose que viennent nous apporter les décisions de Astana, qui est dans la géopolitique russe, c'est de dire que on impose des zones de baisse de conflit ou d'interdiction de tirer, etc. Ça s'applique surtout dans les régions où il y a conflit entre l'opposition et le régime. C'est-à-dire, pratiquement, ça s'applique sur les régions qui sont tenues par l'opposition syrienne. Alors que les régions qui sont tenues par Bachar al-Assad et par les milices chiites, on n'en parle pas. D'autant plus que entre les zones soi-disant concernées par ces mesures éventuelles, il n'y a pas de va-et-vient possible entre des régions ou de formes de solidarité, par exemple entre Daraa au sud et le nord de la Syrie, ou
la banlieue de Damas. Ça, c'est une façon voilà. Donc, en plus de ça, c'est ce que a cherché à imposer Poutine à partir de cette réunion de Astana, surtout avec la signature turque, c'est d'aller chercher une garantie internationale, c'est-à-dire de faire passer cette déclaration comme étant une déclaration fondatrice d'une nouvelle ébauche de solution de la Syrie dont on doit tenir compte pour éventuellement d'autres. Il a cherché l'appui du Conseil de sécurité là-dessus. Il a été déçu. Il a été chercher l'appui de Trump et l'administration américaine. Et il a été déçu par ça également. Et quoi qu'il en soit, c'est la même géopolitique qui va se manifester à travers Genève qui vient de commencer parce que ça a mis à l'aise le régime. Assad n'a pas mâché ses mots, comme quoi Genève ça va rien donner, nous on est plutôt pour des réunions à Astana, c'est-à-dire une façon de dire qu'on était bien ensemble là-bas avec les Iraniens et les Russes là. Pourquoi on vient de nous déranger maintenant avec la communauté internationale et l'Arabie saoudite et le reste du monde arabe, quoi, et l'Union européenne. Voilà. Donc, ça pose des questions, c'est-à-dire ce qui est stable dans cette façon de manœuvrer de la part des Russes, que j'ai appelé moi le chat de Poutine, mais il y a derrière ça un art diplomatique bien raffiné pour faire vendre son chat, c'est que c'est un mélange de travail politique, diplomatique, avec la machine de guerre qui continue. Et c'est puisque cette machine de guerre continue, ça me porte à croire que je mets en doute l'hypothèse qui dit actuellement qu'on est en train de balkaniser la Syrie. Non, l'enjeu sur la Syrie, que ce soit de la part des Russes ou du régime ou des Iraniens, c'est toute la Syrie. C'est pas une région de la Syrie et que on va donner un pied-à-terre aux Américains quelque part. C'est pas comme ça que ça se passe. Dès le départ, le régime a été clair. Ou bien il gagne, ou bien il ne gagne pas. C'est une bataille de vie ou de mort. Les Iraniens, c'est pareil, plus une conviction idéologique, comme quoi c'est une ligne rouge. Ils viennent défendre le Hussein, là. C'est sérieux, là. Poutine, c'est là où les Américains misent, mais je crains que ce soit de façon naïve ou simpliste de lire les relations internationales comme quoi les Russes ou Poutine auraient intérêt à choisir son camp entre le G20 ou le club des pays occidentaux et l'Iran. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. À supposer que Poutine n'est pas intéressé. Il est intéressé par l'Asie, par exemple, comme disait Obama dans le temps. C'est un grand manœuvrier, Poutine. C'est pas pour demain parce que Trump ou Tom Harb lui a donné un message clair et fort, comme quoi il faut mettre un terme à l'arrogance du régime syrien et à l'expansionnisme iranien qu'il va le faire. Là. Ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Actuellement, la Russie est en train de cautionner ce qui se prépare sur la frontière syro-irakienne jordanienne. C'est-à-dire, on s'attend à ce que, après la chute de Mossoul ou sa libération de Daesh, que les milices chiites qui ont joué un rôle dans cette affaire en Irak déferlent vers la Syrie pour trouver un passage terrestre qui vient directement de Téhéran
en passant par l'Irak, via la Syrie jusqu'à la Méditerranée. Et donc, le nœud de cette stratégie passe par une région qui s'appelle Deir ez-Zor, alors que les Américains sont en train de rassembler des forces kurdes pour la bataille de Riqa, qui est plus au nord, mais qui oblige peut-être les Iraniens à changer un peu la route plus au sud, là, pour passer par Mayadine via Palmyre, mais ça ne change pas la stratégie d'avoir accès. Donc, dans quelle mesure les Américains, est-ce qu'ils comptent sur des forces locales pour contrer ces projets qui commencent à prendre forme, ou bien ils vont toujours miser sur leur bonne foi, l'impression qu'ils vont avoir comme quoi l'Amérique est une grande puissance et que Poutine, il va les écouter comme un étudiant dans une classe. C'est un peu simpliste comme façon d'aborder les rapports de force. C'est juste des questions qu'on soulève. Merci.